Marvel Studios vient tout juste d'annoncer ce qui, je pense, est une partie du casting officiel d'Avengers Doomsday lors d'un live complètement fou de plus de 5 heures qui a littéralement cassé internet. Et évidemment, j'ai passé tout ce temps à regarder le live, à spéculer et à essayer de deviner qui serait le prochain nom. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous livre mon résumé complet de tous les acteurs confirmés pour ce Avengers Doomsday, car il y a beaucoup de choses à dire, parce que oui, même si Marvel n'a rien confirmé noir sur blanc, tout porte à croire maintenant qu'on se dirige tout droit vers un conflit titanesque entre les Avengers et les X-Men, et Marvel nous laisse volontairement dans le flou car la vraie question est pourquoi ces deux camps en viennent-ils à s'affronter? Est-ce un malentendu orchestré par Doom, une manipulation temporelle, une divergence philosophique sur la survie du multivers ou pire, est-ce que l'un des deux camps représente une menace pour l'autre? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ok. Voici les informations que j'ai pu extraire de ce live géant. On avait donc des chaises qui étaient dévoilées au fur et à mesure avec les noms des acteurs du casting. Les voici dans l'ordre. Le tout premier nom révélé lors du live, c'était lui, Chris Hemsworth, alias Thor. Et là, aucun choc, mais une immense attente parce qu'on l'a tous vu, ce moment furtif mais bouleversant dans Deadpool et Wolverine, dans lequel Thor apparaît sur un écran du TVA, en larmes. Un dieu qui pleure, ce n'est pas rien, surtout avec Deadpool dans ses bras. Et si Marvel commence la liste avec lui, c'est qu'on va enfin comprendre ce qu'il a brisé à ce point. Que s'est-il passé? Le dieu du tonnerre ne revient jamais pour rien, et cette fois, il pourrait bien être une des clés émotionnelles du film. Ensuite, Vanessa Kirby est Sue Storm, la femme invisible des 4 Fantastiques, qui semble, comme on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, être enceinte de Franklin Richards. Ensuite, Anthony Mackie revient en Captain America, vu récemment dans Brave New World. Sebastian Stan, alias Bucky Barnes, l'ex-soldat de l'hiver, est désormais membre du Congrès, selon ce qu'on a vu dans Brave New World et les trailers de Thunderbolts. Laetitia Wright, alias Shuri, qui est la nouvelle Black Panther depuis Wakanda Forever. Paul Rudd, Ant-Man avec sa petite chaise de tournage, vue pour la dernière fois dans Quantum Mania face à Kang. Ensuite, il y a Wyatt Russell, alias John Walker et US Agent, un super soldat issu de Falcon and the Winter Soldier qui sera aussi présent dans Thunderbolts. Le retour de Tenoch Huerta en Namor, le roi de Talokan, ennemi du Wakanda dans Wakanda Forever, qui pourrait bien devenir un allié dans les prochains développements du MCU, ça c'est sûr. Ebon Moss-Backrack, alias Ben Grimm, que l'on verra bien évidemment dans Fantastic Four, Simu Liu, Shang-Chi, que j'ai vraiment hâte de revoir et de découvrir comment son personnage a évolué depuis tout ce temps, Florence Pugh, alias Yelena Belova, ancienne Black Widow, sœur de Natasha Romanoff, qui sera elle aussi dans Thunderbolts, et cela nous confirme donc qu'elle ne mourra pas dans le film. Et là, on monte un peu plus en gamme avec Kelsey Grammer, Hank McCoy ou le Fauve, qu'on a déjà vu dans X-Men The Last Stand et dans la scène post-générique de The Marvels. Mais alors pourquoi cet engouement? Parce que moi je vois ça comme le signal de départ, le moment où Marvel Studios nous dit, sans le dire, les X-Men arrivent, et ils arrivent pour de bon. Le revoir dans Doomsday, c'est la confirmation que l'ancien univers X-Men est désormais une pièce maîtresse du MCU et que les choses sérieuses commencent. Ensuite, on a Lewis Pullman, aka Sentry, le super soldat ultra boosté et ultra cheaté qu'on verra dans Thunderbolts, Dani Ramirez, Joaquin Torres, le sidekick de Sam Wilson qu'on a vu dans Captain America. On continue avec le cast des 4 Fantastiques avec Joseph Quinn qui joue la Torche Humaine, puis David Harbour qui joue Red Guardian, le super soldat russe présent aussi dans Thunderbolts. Très heureux de revoir Winston Duke, le chef des Jabari, M'Baku, qu'on a vu dans Wakanda Forever et dans Black Panther, ce qui avec Shuri et Namor nous montre qu'il y aura un probable long passage au Wakanda pour sceller l'alliance des peuples du Wakanda et de Talokan. Ensuite on a Anna John Kamen qui joue Ghost, qu'on a vu dans Ant-Man 2 et qui est aussi présente dans Thunderbolts. Et là, boum, c'est le moment où tout le monde a hurlé devant son écran, moi le premier. Tom Hiddleston est de retour, mais attention, pas n'importe quel Loki car il y en a beaucoup. On parle ici de sa forme ultime, sa version L1130, le dieu des histoires. Pour rappel, cette dénomination, L1130, lui a été donnée par le TVA dans la série Loki. Ce variant, à la fin de Loki saison 2, a littéralement sacrifié sa liberté pour prendre la place de celui qui demeure et s'asseoir au centre de l'arbre du temps, contrôlant les fils du multivers comme le maître du destin. C'est immense, parce que dans un film où les réalités s'effondrent, où les univers s'entrechoquent, qui de mieux que Loki pour reconnecter tous les morceaux. Il est devenu le gardien du multivers et cette appellation est très importante, le seul capable de comprendre ce qui se joue vraiment. Et surtout, il est le lien direct entre la saga de Kang et l'ascension de Doom. Le revoir dans Doomsday, c'est pas juste un caméo, c'est le signe que Marvel joue la carte mythologique, cosmique et narrative majeure. Loki n'est plus seulement malicieux, il est devenu le narrateur de cette guerre des mondes. Et franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux, surtout quand on sait qu'on pourrait les revoir, lui et Thor, ensemble. Et là, Marvel balance la claque nostalgique ultime,
une déferlante de mutants emblématiques qui a littéralement retourné Internet. Patrick Stewart, d'abord, le professeur Charles Xavier, la légende, le chef des X-Men, vu pour la dernière fois dans l'univers 838 de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et exécuté par la sorcière rouge en une seconde. Mais il est de retour, plus sage, plus puissant et plus crucial que jamais. S'il est là, c'est que la guerre entre mutants et Avengers n'est plus une théorie, c'est une réalité. Pour rappel, lors de la scène post-crédit de The Marvels, Fauve mentionne un Charles Xavier. Tout porte à croire donc qu'on parle bien de cet univers. Maintenant reste à voir si cet univers, vu dans The Marvels, est en lien avec les 3 premiers films X-Men de Bryan Singer, ce qui pourrait être l'univers 10005. Et évidemment, qui dit Xavier dit forcément Magneto. Ian McKellen, 85 ans, revient dans le rôle de l'un des plus grands antagonistes de l'histoire des comics. C'est sa toute première apparition officielle dans le MCU. Et c'est absolument monumental, parce que Magneto, c'est pas juste un vilain, c'est un survivant de l'Holocauste, un révolutionnaire, un dieu du métal capable de plier une guerre à lui seul. Et le revoir face à Xavier, ou allié de Xavier, avec des enjeux multiversels, c'est tout simplement historique. Mais Marvel ne s'arrête pas là. Alan Cumming, alias Nightcrawler, le mutant téléporteur à la fois très profond et au passé ultra torturé, fait aussi son grand retour. Sa scène culte dans la Maison Blanche, dans X2, restera l'une des scènes les plus marquantes de toute la saga X-Men. Le revoir aujourd'hui, c'est remettre sur le devant de la scène un personnage qu'on pensait oublié et qui pourrait être la clé de bien des évasions interdimensionnelles. Je suis vraiment très heureux de revoir cet acteur mythique qu'on avait vu dans GoldenEye notamment, et c'est une vraie revanche tant son implication dans la trilogie de Bryan Singer avait connu beaucoup de bas et peu de hauts. Puis Rebecca Romijn, la mystique originale, la version plus âgée, plus sombre, plus réaliste du personnage, celle qu'on avait aperçue lors d'un caméo dans X-Men First Class juste ici. Elle incarne la duplicité, la méfiance, l'ambiguïté morale, et dans un film où les camps se brouillent, qui mieux qu'elle pour jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Et enfin, mon préféré, James Marsden, Cyclope, le leader trop longtemps sous-estimé. Dans la timeline modifiée de Days of Future Past, il a survécu à sa mort initiale dans X-Men The Last Dance, et Marvel le récupère ici, comme pour dire on va enfin lui donner la place qu'il mérite. Parce que si les X-Men doivent affronter les Avengers, il faut un vrai stratège, un vrai capitaine, et c'est Cyclope. Et alors là, c'est la dinguerie totale. Après des années de projets avortés, de casting fantôme, de rumeurs, de silence radio et une apparition dans Deadpool et Wolverine, le Cajun aux cartes explosives entre enfin dans la danse, et on le pressentait avec la scène coupée de Deadpool et Wolverine, et sa présence dans le comics TVA sorti récemment, Gambit, est là. Le voir intégré dans Doomsday, c'est pas un caméo fanservice, c'est un statement. Marvel nous dit clairement, vous pensiez qu'on ne le fera jamais, eh bien le voilà. Et enfin, le clou du spectacle, même si ce sont 2 noms qu'on connaissait, Marvel a gardé le meilleur pour la fin et balance Pedro Pascal, bien évidemment en Reed Richards, on en a déjà parlé, un choix audacieux, charismatique, intense, imprévisible, un Chilien pour jouer un Américain, pas du tout de wokisme, personne n'en parle au passage. Pedro a ce truc, ce regard hanté du mec qui porte la responsabilité de monde entier sur ses épaules, et dans un film où les univers s'effondrent, où la science devient la dernière barrière avant l'anéantissement, il est le cerveau, le stratège, l'homme qui veut encore croire qu'on peut sauver quelque chose, et exactement comme au début du comics Secret Wars de 2015. Mais attention, face à lui se dresse son double inversé, son reflet sombre, et ce reflet c'est Robert Downey Jr. en Victor Von Doom, et il arrive en dernier, pousse les portes du studio, s'avance calmement, s'assied sur la dernière chaise, et là, silence, un regard caméra, il pose un doigt sur ses lèvres. Fin du live, rideau, frisson, le nouveau thème des Avengers et une carte qui s'affiche. Doomsday est officiellement en tournage à Londres. Ce n'est pas juste symbolique, c'est le passage de flambeau, mais version miroir déformé. L'homme qui a lancé le MCU revient en antagoniste ultime, pas un simple vilain. Un héros brisé d'un autre univers, prêt à tout pour éviter l'effondrement du sien, quitte à sacrifier tous les autres. Et avec Pedro en Richards face à Downey Jr. en Doom, on tient là l'un des duels les plus prometteurs de toute l'histoire du MCU. C'est l'intelligence contre l'intelligence, la volonté contre la fatalité, la science contre le chaos. Ce n'est plus juste un film, c'est une bataille d'icônes, et on sera là pour ça. Marvel a dévoilé tout ça d'une manière aussi simple que géniale, une chaise de tournage révélée toutes les 12 minutes à peu près, une par acteur, avec en fond les thèmes musicaux iconiques de leurs personnages, parfois même revisités spécialement pour l'occasion, une ambiance solennelle, épique, presque cérémonielle, comme si chaque nom annoncé était un vrai coup de tonnerre. Mais certaines absences ont surpris Elizabeth Olsen, Scarlet Witch. Elle dit ne pas être dans Doomsday ni dans Secret Wars, mais clairement je ne la crois pas une seule seconde. Benedict Cumberbatch, qui joue Doctor Strange, n'est pas dans la liste, mais il a confirmé qu'il y serait, après avoir dit qu'il n'y serait pas. Bien évidemment Tom Holland, probablement pour laisser Spider-Man 4 devenir un film un peu plus urbain, street level, centré sur Hell's Kitchen, Daredevil et Fisk.
Et il manque aussi beaucoup d'autres noms, dans le désordre: Ryan Reynolds, Deadpool, Steve Rogers, Hulk, Hawkeye, Natasha Romanoff, Hayley Atwell, Wolverine, Wong, Star-Lord, Monica Rambeau, Miss Marvel, Nick Fury, Storm, Jean Grey, Rogue, Tobey Maguire et Andrew Garfield, tous absents pour l'instant, mais clairement un deuxième reveal est très probable cet été à la Comic-Con de San Diego et ça tombe très bien car nous y serons pour vous partager toutes les infos de l'univers Marvel. Mais maintenant, que faire de tous ces noms annoncés? De mon côté, je pense que ce n'est plus une théorie maintenant, mais nous allons vers une confrontation X-Men versus Avengers. On aura l'univers 616, celui des Avengers, face à probablement l'univers 10005 des X-Men de la Fox, et je commence à penser vraiment que l'univers que nous voyons à la fin de The Marvels est bien l'univers 10005. Mais alors pourquoi les X-Men vont devoir affronter les Avengers? Première raison, parce que Doom l'a voulu. Doom, tel que Marvel Studios nous le tease, ce n'est pas un simple tyran, c'est un stratège multiversel. Il sait qu'il doit affaiblir les deux plus grandes forces héroïques de tous les univers, les Avengers et les X-Men. Et quoi de plus efficace que de les monter l'un contre l'autre? On a déjà vu ça avec Zemo et ça a très bien marché. Diviser pour mieux régner, version cosmique. Deuxième raison, parce qu'ils ne viennent pas du même monde. Les X-Men de Doomsday ne sont pas ceux du MCU, ce sont ceux probablement de l'univers 10005, celui des anciens films Fox, un monde déjà en ruine, peut-être sur le point d'être effacé par une incursion, et quand ils arrivent sur 616, ils ne débarquent pas en paix, ils arrivent en survivants, en réfugiés d'un multivers qui s'effondre, peut-être même en porteurs d'un danger qu'ils ignorent. Troisième raison, parce qu'ils ne se font pas confiance. Imaginez, les Avengers voient débarquer des mutants puissants, menés par Magneto, Mystique, Cyclope, des inconnus armés, ultra puissants, avec une vision bien à eux du bien et du mal, et inversement les X-Men découvrent un monde contrôlé par un TVA, des Illuminati, et un Doom prêt à tout, la méfiance est immédiate, l'affrontement est inévitable. Ensuite, parce qu'il faut un catalyseur, une diversion, un conflit pour masquer le vrai plan. Et le vrai plan, c'est que Doom cherche à reconstruire le multivers à son image en créant Battleworld, et pour ça il a besoin que le héros s'entre-détruise ou s'affaiblisse pendant qu'il enfile sa couronne de dieu empereur. Les X-Men et les Avengers vont s'affronter parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils sont ennemis, mais parce que dans un multivers en feu, même les héros peuvent devenir des menaces, et parce que pendant qu'ils s'épuisent, le vrai monstre les observe et il porte un masque. Ensuite, parce que Marvel ne veut plus de gentils contre des méchants, ils veulent des zones grises et ils ont 100% raison. On ne regarde plus un film de super-héros comme avant, on veut douter, on veut souffrir, on veut se demander et si Magneto avait raison, et si Thanos avait raison, et si les X-Men ne faisaient que se défendre, et surtout, est-ce que les Avengers sont encore dignes de ce nom? D'un côté, on a Ant-Man, Shuri, Namor, M'Baku, Sam Wilson, Falcon, Shang-Chi, les Thunderbolts, de l'autre, Cyclope, Mystique, Diablo, Xavier, Gambit, Beast et Magneto, et au centre, les 4 Fantastiques, qui vont devoir probablement choisir un camp. Mais ce qui est sûr, c'est que tout pointe vers une seule main unique dans l'ombre, Victor Von Doom. Et avec Robert Downey Jr. contre Pedro Pascal, on tient là le duel central de Doomsday, le cœur du conflit. Héros contre faux héros, génie contre génie, deux visions du monde, deux trajectoires opposées et une seule réalité pour les départager. On sait déjà que le film Fantastic Four se déroulera dans un autre univers, un monde condamné qui finira sûrement rayé de la carte par Galactus, poussant les 4 Fantastiques à fuir vers 616 ou 10005. Et ce plan, les frères Russo l'appuient sur les deux grandes versions de Secret Wars qu'ils adorent, celui de 85 et surtout la version de Jonathan Hickman de 2015 avec le dieu empereur Doom régnant sur un Battleworld fragmenté et démentiel. Marvel a déjà commencé à teaser tout ça dans Deadpool et Wolverine. On y voit carrément la couverture de Secret Wars numéro 5 avec Doom en dieu vivant juste ici, mais au lieu de Molecule Man comme un déclencheur du chaos comme dans les comics, Marvel Studios semble vouloir introduire les Anchor Beings, en français les grands agglomérateurs, un nouveau concept qu'on a vu dans Deadpool et Wolverine, des êtres qui dans chaque réalité maintiennent un équilibre ou déclenchent sa destruction. Et Doom, il est en chasse, il veut tous les trouver, tous les éliminer pour ne garder qu'un seul monde, le sien, et en devenir le dieu empereur. On imagine donc un Doom désespéré, scientifique génial d'un univers condamné, cherchant à survivre en sacrifiant les autres réalités, en éliminant leurs grands agglomérateurs respectifs. Avengers Doomsday pourrait donc tuer la plupart des anciens X-Men en voyant qui est un grand agglomérateur pour laisser place à un nouveau royaume mutant dans Secret Wars avec un nouveau casting plus jeune pour la saga des mutants qui suivra. Et au centre de tout ça, Loki, le dieu des histoires qui observe et tentera peut-être de sauver des fragments du multivers. A vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que vous pensez que Doom est vraiment le grand architecte de cette guerre multiverselle? Est-ce qu'on va assister à un Avengers vs X-Men orchestré dans l'ombre par un Tony Stark d'un autre monde? Et surtout, de quel côté serez-vous? Faites-le moi savoir en commentaire et comme d'habitude, balancez-moi vos théories, même les plus folles, vous savez que je lis tout et j'adore en débattre avec vous. Et si cette vidéo vous a retourné le cerveau, merci de la liker et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel.